lisez-le, soyez prudents quand même, vraiment, vraiment soyez prudents, mais lisez-le, c'est un de mes chocs littéraires les plus stupéfiants je sais pas, de ma vie. Bien. Il va falloir qu'on trouve l'auteur, si ceux d'entre vous qui ont les téléphones sous la main, voilà. C'est Bernard Vallée. Voilà, Bernard Vallée. Le paysage avec palmier chez Tristan, en plus ça coûte pas cher, il est en poche. Incroyable. Bon, mais commencez par acheter les livres de nos auteurs, et puis après... Lisez pas ça le soir. Adrien, on en a parlé, vous n'avez pas vraiment de personnage picaresque, éventuellement cette jeune fille du groupe des Épines. Ouais, c'est une jeune femme qui a été élevée dans les bois, qui sous la tutelle... on n'est plus dans Notre-Dame-des-Loups, hein, prenez des notes. Le chant des épines. Donc le chant des épines, donc c'est plus de la fantaisie, c'est une jeune fille qui s'est élevée plus ou moins toute seule dans les bois sans avoir vraiment de connaissance de ce qui lui arrivait avant, sous la tutelle d'une sorte d'esprit maléfique qui a pris à moitié possession de sa personnalité mais qui lui laisse plus ou moins le champ libre et qui s'est réfugié dans son esprit et qui plus ou moins lui sert aussi de source de pouvoir. Donc c'est une jeune sorcière sauvage qui s'amuse dans les bois, qui se revêt de peau de loup et qui fait des blagues pas toujours très sympas aux habitants des bleds d'à côté. Sauf qu'à un moment, les habitants des bleds d'à côté, ils commencent à en avoir un peu leur claque, ils la capturent, ils menacent de la violer parce que dans les croyances du pays, ils considèrent qu'une femme qui n'est plus vierge ne peut plus pratiquer la magie. Donc ils vont violer une gamine de 14 ans. Mais elle est sauvée au dernier moment et rapatriée jusqu'à la cour royale d'une des princesses des clans d'à côté, qui essaye d'en faire plus ou moins un atout pour sa couronne, une sorte de sorcière de garde, d'agent secret, d'espionne, de combattante, de diplomate voilà. Et ça se passe pas très bien parce qu'elle n'a pas forcément le bagage littéraire pour gérer ça, on va dire. Et en plus, il y a l'esprit dans son crâne qui s'agite et elle a jamais appris les usages de la cour et ça la gonfle au plus haut degré, elle a qu'une envie, c'est de retourner dans les bois. Donc, ça peut se rapprocher plus ou moins d'un personnage picaresque, c'est-à-dire de très loin, de très très loin, qui a du coup effectivement la pire origine sociale possible, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de maison, pas de famille, pas d'argent, rien. Et elle se retrouve catapultée dans un monde dont elle ne connaît pas vraiment les codes et dans lesquels elle va essayer de s'en sortir. Et un peu comme dans le picaresque, à ce que j'ai compris, elle va s'en prendre quand même pas mal plein la gueule avant de s'en sortir. Mais à part ça, c'est vrai que dans vos deux grands cycles, on est plutôt dans une veine donc, qui est anti-picaresque, c'est-à-dire qui est du côté noble de la fantaisie, dans une tradition épique et initiatique. Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a certains personnages qui rentrent complètement dans ce cadre-là, en fait, qui sont des archétypes de personnages qui sont potentiellement héroïques ou qui sont potentiellement des enfoirés à 100%. Mais j'essaie de faire en sorte que la majeure partie des personnages soit un peu située entre les deux, c'est-à-dire que ça peut être des personnages qui sont présentés comme des gens très, très bons, très généreux, très bien, etc., qui en fait, en douce, font des coups assez pendables, et inversement, des personnages qui sont présentés comme des gens malveillants, haineux ou qui ont des objectifs complètement incompatibles avec ceux des héros, ont en fait une vraie raison d'agir comme ils font, une vraie croyance, quelque chose qui les rend plus sympathique et plus logique à comprendre pour le lecteur. En fait. L'équivalent du code de l'honneur dans le monde d'Hildegard, c'est la transcendance, Léo Henry, qui est vraiment qui fait contraste et qui vient constamment se surajouter à la misère des corps, parce que même Hildegard, c'est une visionnaire, mais elle est constamment malade, elle est ravagée par ses visions. Et donc on a la misère des vies physiques qui, comme donne accès à un au-delà et transporte les gens, les élève au-dessus de leurs conditions picaresques. Mais moi, c'est possible, peut-être. Après, moi j'ai essayé de mettre enfin, je pense, pour moi en tant qu'individu et ce que j'essaie de faire dans le bouquin, c'est pas tant que la misère physique permet d'accéder au transcendant que c'est juste un continuum, c'est la même chose. Enfin, la misère physique, c'est la vie matérielle, en fait, c'est la vie physique et la vie physique c'est la même maintenant. Enfin, on continue à tomber malade, on continue à crever. C'est le contexte technique
et social a changé, mais sinon c'est la même chose. Mais par contre, le transcendant à l'époque est plus qu'une porte de sortie. En fait, c'est la nature du réel. Et donc du coup, cette conception même de la vie comme quelque chose de convulsif, c'est à la fois la lecture du monde et c'est leur réalité. Hildegard, c'est aussi pour ça qu'on a mis plein de trucs verts qui poussent dessus. Hildegard, une partie de sa théologie repose sur la notion de viriditas, avec un D, hein. Donc, qui est la verdeur. Et la verdeur, c'est vraiment cette idée du bourgeonnement. Et évidemment, le bourgeonnement, c'est à la fois une naissance, un espoir, quelque chose qui croit, mais c'est évidemment aussi, c'est le cycle de la vie dans son entier, avec la décadence, le pourrissement et la mort. Et donc du coup, j'ai pas l'impression, hors contexte dramatique, historique, que sont les guerres, et qui sont quand même assez fréquentes à l'époque et qui sont bien crasseuses, le rapport, je sais pas comment dire, je pense que c'est assez pareil, ouais. C'est assez pareil à cette différence près, c'est-à-dire que la différence qui m'a intéressé et que j'ai creusé. C'est assez pareil, pardon, le XIIe siècle et maintenant. Il y a pas de... La différence, c'est que je pense que le XIIe siècle était vu... moi, c'est ça qui m'intéresse, en tout cas, dans le XIIe siècle que j'ai fabriqué, c'est que le monde était vu à travers une histoire. Et que donc, du coup, ça modifie légèrement le rapport au monde, c'est-à-dire que c'est pas du tout un rapport au monde positiviste et basé sur l'expérimentation et sur la science, en fait. C'est un monde dont l'interprétation permanente passe par le filtre de la Bible, qui est elle-même une bibliothèque de récits, en fait. Et donc du coup on explique les choses font sens parce que à la fois elles sont là et on peut les observer, à la fois elles prennent leur place dans un continuum narratif au sein duquel la Bible se trouve, et aussi on peut y ajouter des rêves, des visions, qui sont pris au même titre, qui ont autant de pertinence en fait que l'observation scientifique, parce que Hildegard en a fait aussi de l'observation scientifique. Mais l'intérêt de l'analyse d'Hildegard, c'est qu'elle explique tout par le triple biais de ses visions, de ce qu'elle observe et de la mythologie dans laquelle elle baigne, qui est l'interprétation du XIIe siècle du matériau biblique.